Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour chères dames, bonjour chers messieurs, bienvenue dans cette émission Top 15 qui reçoit pour vous Monsieur John Mukongo. Il est juriste mais aussi spécialiste en intelligence émotionnelle à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, aujourd'hui, 3 sujets sont sur la table de réflexion. Il s'agit d'abord de l'hypothèse sur les reports des élections générales prévues le 20 décembre 2023 qui s'étend voilà, à se confirmer, mais aussi l'opération coup de poing lancé par le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila, qui travaille en connivence avec son auxiliaire, son adjoint, Jekoko Mulumba, une opération qui consiste à mettre la propreté dans la ville de Kinshasa. Et le troisième sujet sur la table de discussion n'est rien d'autre que Corneille Nangaa qui, après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre, sauf la dernière catastrophe politique, tire à boulet rouge sur la centrale électorale. Est-ce qu'il a le droit de postuler en tant qu'ancien président de la centrale électorale et pourquoi il continue jusqu'à aujourd'hui à critiquer de manière objective, voilà, parce que nous sommes dans un pays démocratique, la centrale électorale. Ce sont là les sujets qui feront la discussion de notre émission aujourd'hui avec Monsieur John Mukongo. Je l'ai déjà présenté. Rebonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, on commence par le tout premier sujet annoncé, celui de l'hypothèse du report des élections générales prévues le 20 décembre 2023. Le chef de l'État l'a dit à 2 reprises, d'abord à Genève, lors de la session des droits de l'homme, et ensuite ici à Kinshasa, quand il a reçu le président français Emmanuel Macron, il a dit clairement qu'avec la guerre de l'Est, les élections risquent d'être hypothétiques. En cas de glissement, que dit la loi? Oui, merci beaucoup pour la question. Sinon, je vais répéter un peu ce que Monseigneur Mosengo avait dit tantôt, que l'histoire de notre pays se répète sous nos yeux. Ok. Je crois que le débat concernant le glissement, déjà, un terme qui n'est pas approprié parce que même le glissement lui-même n'existe pas. Même pas dans notre constitution. Je ne sais pas, lorsqu'on parle du glissement, on fait certainement allusion au dépassement du mandat. Voilà. Mais je crois que la question est déjà réglée. Et la question ne devrait même plus se poser parce qu'elle est réglée par la Constitution et réglée par un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en son temps sur requête des députés de la majorité présidentielle. Donc il s'agit de l'article 70 qui dispose à la fin de son mandat, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du président entrant. Voilà, donc de ce qui précède, je crois que la question ne devrait plus se poser parce que déjà réglée et par la Constitution et par l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a donné une explication aussi justifiée à mon sens, parce qu'elle explique que pour éviter les vides institutionnels et pour assurer la continuité de l'État, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation définitive du président entrant. Donc, moi, je trouve qu'on devra se servir de ces 2 instruments pour l'appliquer dans cette hypothèse qui pointe à l'horizon, parce que de toute façon, il n'y a personne qui peut confirmer qu'il n'y aura pas élection. De toute façon, en son temps, on avait aussi des problèmes sécuritaires. Cette contrainte-là est là depuis des décennies. Donc, en son temps, on avait aussi annulé les élections dans une partie
du pays, je me rappelle. Et on avait quand même continué le processus. Donc, je ne vois pas qu'on fasse une exception pour 2023. Pour 2023. Mais les élections doivent être inclusives. Justement, c'est ça l'idéal. L'inclusivité, c'est un idéal. Mais lorsque vous faites face à des contraintes sécuritaires, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous n'allez pas quand même exposer les agents de la CENI et les électeurs, etc. De toute façon, il y a d'ailleurs des zones qui ne sont pas sous contrôle de l'armée congolaise. Comment on peut parler de l'inclusivité en ce moment-là? Donc, alors, après, on devra quand même faire le choix de ce que nous voulons. Lorsque vous faites face à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. On ne va pas dire que voilà, les élections ne sont pas organisées parce que quelqu'un a ramené la guerre de force, et ça ne sera pas de toute façon les dirigeants actuels. Donc, moi je trouve que le problème est déjà résolu. Le problème du fameux glissement est résolu. D'ailleurs, le glissement n'existe même pas dans le jargon, voilà, dans la terminologie de notre constitution. Alors, Monsieur John Mukongo, la transition est-elle constitutionnelle parce que en cas de non-organisation des élections prévues le 20 décembre 2023, l'opposition sans doute demandera la transition. Et pour rappel, à l'époque, UDPS au pouvoir avait demandé, bon pas UDPS, c'était UDPS et d'autres partis politiques de l'opposition qui avaient demandé une transition sans Joseph Kabila. Est-ce que cela ne sera pas un cas de jurisprudence pour que l'actuelle opposition demande au régime Tshisekedi une transition sans Tshisekedi? Oui, c'est de la surenchère politique. Hein. Vous voyez, les politiciens, il y a même de ceux-là qui disaient on n'ajoutera même pas une seule seconde à Kabila. Kabila y est resté pendant 2 ans. Donc après, moi je ne veux pas aller dans les jeux des prétentions des uns et des autres. Mais ce qui est sûr, il n'y a personne à moins de créer un mouvement insurrectionnel pour renverser ou conquérir le pouvoir par un autre moyen. Je ne vois pas comment on peut faire une transition sans Tshisekedi. Je ne vois pas ça. C'est impossible de toute façon, à moins qu'on organise un mouvement subversif pour renverser les institutions en place. Alors là, il faut aussi réussir. Si vous ne réussissez pas, vous finissez votre vie en prison pour haute trahison, etc. Donc moi, je trouve que nous devons, à un certain moment, en tant que peuple, créer des antécédents. C'est que moi j'appelle des antécédents positifs. Nous avons déjà connu un cas pareil. Il y a eu des problèmes, des contraintes sécuritaires et autres. Les élections n'étaient pas organisées. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Le président, l'ancien président Joseph Kabila était resté au pouvoir. On a quand même créé un cadre pour fédérer un peu tout le monde. Et puis après, on a organisé les élections de 2018 et il y a eu un vainqueur d'ailleurs de l'opposition. Et puis on peut continuer comme ça au lieu toujours de créer des problèmes. Nous avons déjà des problèmes économiques. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a la flambée de prix sur le marché, etc. Et est-ce qu'on doit continuellement créer des problèmes? Et en ce moment-là, c'est le peuple qui en pâtit. Donc, moi, je trouve qu'il y a lieu que chacun mette un peu de l'eau dans son vin, même si le président Tshisekedi prenait encore une année. Mais s'il a quand même pu finir 5 ans, donc il finira aussi les une année. Il n'y aura pas. Il aura pas là. Voilà. Il ne va pas s'éterniser au pouvoir de toute façon. De toute façon, lui-même l'a dit, il est immensément impuissant de tenir plus de 2 mandats. Donc, je ne le vois pas aller dans ce sens-là. On va le prendre au mot, on verra avec le temps. Alors, quand est-ce que les présidents de la République peuvent céder les fauteuils présidentiels selon la Constitution? Selon la Constitution, c'est à la fin de son mandat. C'est à la fin de son mandat et lorsque les élections sont organisées. Bon, après, il y a aussi la possibilité qu'une autre personne remplace le président de la République en cas de démission, par exemple, et en cas de décès ou en cas d'empêchement. Mais après, comme je l'ai dit tantôt, les interprétations particulières, il y en a eu de part et d'autre. Il y a de ceux-là qui pensaient que le fait pour le président, l'ancien président Kabila, d'arriver fin mandat, est déjà constitue déjà un cas d'empêchement. Le cas pour lui de ne pas organiser les élections
à la date prévue par la Constitution, c'était déjà un empêchement. Non, c'est ce que vous voulez dire. Non, ça c'est une interprétation d'un professeur que je tais le nom. Okay. Le fait pour lui d'arriver fin mandat est déjà un empêchement, constitue déjà un empêchement. Donc il est empêché par la Constitution parce qu'il est arrivé à terme, son mandat est arrivé à terme. Mais qu'à cela ne tienne, la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, a déjà réglé la question et la Constitution pareil. Donc je crois qu'on devra s'en tenir et puis les arrangements ou les compromis à l'africaine pour ne pas énerver le président de la République peuvent toujours être est toujours possible. C'est toujours possible, oui. Les dialogues, on dit toujours, c'est parmi les vertus des Africains. Donc. Voilà, dialoguer, encore dialoguer, c'est très très important parce que nous sommes dans un pays démocratique et le jeu démocratique voudrait aussi, en cas pareil, que la majorité au pouvoir, l'opposition et la société civile se mettent autour d'une table pour pouvoir discuter nation, voir comment, dans les années qui suivent, organiser les élections auxquelles tous les peuples congolais participeront. Donc, c'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le deuxième sujet annoncé, l'opération Coup de poing. Opération lancée par le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, avec son auxiliaire, son adjoint, Gérard Moulumba. Elle consiste à mettre la propreté dans la ville province de Kinshasa. Nous avons eu l'impression que l'opération s'arrêterait juste après le départ du pape, mais nous voyons que les travaux sont en cours, ça continue. Cela voudrait dire que l'autorité provinciale y tient encore. Alors, Monsieur John Mukongo, êtes-vous pour cette opération ou contre? Bon, sinon, je suis pour, parce qu'on ne peut pas quand même laisser l'anarchie continuer. Mais je vais quand même pour le besoin de la compréhension des auditeurs fixer quand même deux principes. Il y a ce qu'on appelle les domaines publics de l'État et les domaines privés de l'État. Okay. C'est-à-dire les domaines privés de l'État est constitué des endroits qui sont lotis où on peut construire, où on peut acheter une parcelle, pour être plus simpliste. Okay. Et le domaine public de l'État est inconcessible. C'est-à-dire on ne peut pas vous octroyer un permis de construction ou une autorisation de construire, etc. Donc, comme je l'ai dit, le domaine public de l'État est inconcessible. Bon. C'est-à-dire, autrement? Autrement, c'est-à-dire, on ne peut pas. Je vous donne un exemple pour une meilleure compréhension. Nous sommes, par exemple, au cimetière de Kasavubu. Il y a de ceux-là qui ne savaient même pas que c'était cet endroit-là, juste en face de l'UPAC, était un cimetière. Voilà. On ne peut pas construire dans un cimetière parce que ça constitue un domaine public de l'État. Mais en ce moment-ci, il y a des constructions qui sont érigées en ce moment parce qu'on a... cet endroit-là a suivi la procédure de désaffectation. Ok, 50 ans après. Voilà. On ne peut que construire dans un domaine public de l'État lorsque celui-ci a connu la procédure de désaffectation. En ce moment-là, on crée le lotissement, on fait les découpages et puis les gens peuvent maintenant acheter. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Les gens construisent un peu en désordre. Et les gens doivent aussi comprendre qu'il est possible qu'on vous donne une autorisation pour construire dans un domaine public de l'État ou d'une emprise publique. Mais c'est quand même une autorisation qui reste précaire parce qu'à tout moment on peut venir casser. Mais là où moi je ne suis pas trop d'accord, c'est dans la méthodologie et dans l'opportunité. On casse les jours et la nuit les mêmes activités reprennent. Et je ne sais pas c'est quoi maintenant la finalité. Défaillant. Ben, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Comme par exemple, je prends un exemple sur l'avenue de la Libération à côté de la prison centrale de Makala. C'est vrai, c'est vraiment une emprise publique. Hein. Les gens ont construit un peu. Et c'est une situation qui date depuis 1960, depuis même bien avant. Les gens ont occupé cet espace-là qui est un domaine public de l'État.
Et les gens ont déjà construit des maisons et les familles y habitent. Mais vous venez vous casser les maisons. Pour construire quoi? Est-ce que le gouvernement provincial de Kinshasa peut nous dire aujourd'hui qu'il a le moyen de construire ou d'asphalter cet espace-là? Est-ce qu'il en a le moyen? Et lorsque vous cassez, pour mettre quoi? Voilà. Vous remplacez par quoi? Donc vous voulez corriger une erreur, pas par une autre erreur, mais en créant un autre désordre. Moi, je trouve qu'on devrait quand même aller au cas par cas. Vous détruisez dans un endroit, vous créez des espaces publics, vous mettez la propriété comme vous voulez, et ça va dans la tête, dans la psychologie de la population, dire voilà, on ne casse pas pour rien, voilà, on remplace quand même par la propriété. Mais lorsqu'on casse partout, on est ici, et comme on dit dans ma langue maternelle, Maïki Pungu Pungu Apepara. C'est-à-dire, il est ici, il travaille, il est là-bas, il travaille, il n'est fini nulle part. Ah ok, des travaux inachevés par-ci, Inachevé. Donc, par-là. après, parce que l'autre fois, je suis quand même passé à Limba, je me dis, mais finalement, l'opération coup de poing aura servi à quoi? On a cassé, mais les terrasses continuent. Mais ce n'est pas de la faute de la population. C'est vrai que ce sont des emprises de l'État, mais qui octroie les permis de construire? C'est le même l'État plutôt. Et puis, quand vous détruisez les terrasses qui sont construites sur le chaussée, mais après, est-ce que vous accordez aux propriétaires les endroits où ils peuvent désormais construire pour continuer les activités? Les responsabilités en ce moment-là seront partagées de part et d'autre. Bon, les responsabilités ne seront pas partagées dans la mesure où, lorsqu'on vous donne une autorisation pour construire dans une emprise publique, et lorsqu'on casse, la responsabilité n'incombe pas à la personne qui vous a accordé cette autorisation. À qui? Non, non, c'est-à-dire les requérants lui-même assumera la responsabilité parce que il est censé connaître que de toute façon on vous informe que voilà, vous sollicitez une autorisation dans une emprise publique, vous pouvez construire de façon précaire. Vous construisez, le moment venu, si l'État veut récupérer son espace, il récupère. Voilà pourquoi je dis... donc il notifie dans le permis de construire que c'est une autorisation précaire. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi je dis que le domaine public de l'État est inconscissible. On ne peut pas vous... Parce que lorsque on vous octroie comment on appelle ça, un certificat d'enregistrement, après toute la procédure qui vient avant... C'est une concession perpétuelle. Donc on ne peut pas venir casser votre maison seulement pour cause d'utilité publique. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est seulement dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là, on peut dédommager les victimes. Exactement. D'ailleurs, okay, c'est un préalable avant de casser. Mais lorsque vous êtes un squatteur, lorsque vous êtes un squatteur, vous squattez une emprise publique, la conséquence, elle est simple, on vient casser. Mais le problème, c'est dans la méthodologie. Sur le plan de droit, ça ne pose pas de problème. Mais c'est dans la méthodologie du travail. Vous cassez un peu partout, ça crée encore du désordre, et vous ne revenez pas pour mettre de l'ordre. Là, ça laisse quand même à désirer. Donc, il y a un problème de suivi qui doit être fait après avoir cassé, détruit ces terrasses, ces bars, ces maisons, qui sont construits dans les chaussées. Il faut ça doit être un problème de planification. Non, ça doit être un problème de planification. C'est beaucoup plus un problème de planification et non de l'improvisation. Parce que je trouve que c'est quand même une opération improvisée. Bon, je ne sais pas trop, mais je ne vois pas de planification. On vient ici, on casse pour remplacer quoi? On ne sait pas. Parce que si jamais on pouvait quand même casser quelque part, on met de l'ordre, on met de la pelouse comme on l'a fait à Limité, ça va quand même intéresser la population. Donc, moi je trouve que c'est dans la méthodologie que ça pêche un peu, et l'opportunité dans certains coins. Parce que je ne vois pas, là où vous n'allez pas construire, vous venez vous casser une maison qui est hébergée 10 familles, 20 familles, et vous renvoyez tous ces gens-là dans la rue à la belle étoile. Je trouve que là, l'État devrait quand même être un peu... J'ai l'impression que l'autorité provinciale est en train de créer des chômeurs. Bien sûr, bien sûr.
Au lieu de créer les emplois, elle crée des chômeurs. Bien sûr. Parce que quelqu'un qui avait sa boutique si bien qu'elle construite dans la chaussée ou sur la chaussée, vous cassez sa boutique sans peut-être prévenir les concernés. Bon, il va à la maison, il ne fait rien. C'est ça le problème. Vous savez, des fois, il faut... Les peuples d'abord sont criés par les régimes actuels. Bon, là, c'est encore, c'est encore une autre paire de manches. Ouais, le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Nous avons un pays où il y a beaucoup de problèmes. Les gens, les chômages, c'est vraiment, je ne sais même pas, ça s'estime à combien en termes de pourcentage. Les taux de chômage. Voilà, les taux de chômage. Et lorsque vous envisagez une telle opération, il faut vraiment voir tous les paramètres. C'est vrai qu'il y a aussi un désordre criant à Kinshasa où il faut y mettre de l'ordre. Mais il faut quand même aller parcimonie. Il faut quand même agir en bon père de famille. Ne pas aller utiliser et le bâton et la carotte pour que la population n'en souffre pas, quoi. Mais ces victimes réclament d'être dédommagées. Non, lorsque vous squattez, un squatteur ne peut rien réclamer à l'État. Un squatteur ou quelqu'un qui a acquis aussi un permis ou une autorisation d'occupation, voilà, c'est le terme que je cherchais, une autorisation d'occupation dans une emprise publique. Lorsqu'on vient pour casser, il ne réclame rien. Et pour ceux qui ont obtenu les permis de construire perpétuel, vous avez dit ça. La concession perpétuelle. Pour eux, ils ont le droit de réclamer quelque chose auprès de l'État. Bien sûr, c'est d'abord un préalable. Mais lorsque on ne peut pas, je l'ai dit à l'entame, on ne peut pas concéder dans un domaine public de l'État. Vous ne pouvez pas avoir une concession perpétuelle dans un domaine public de l'État. Non, c'est impossible. C'est une zone où on ne peut pas construire, comme on dit aussi Bédengaliema, etc. Ben, bon, après... On retrouve quand même des gens qui disposent des certificats d'enregistrement. Voilà. Là, c'est la responsabilité aussi. Même à la baie d'Engaliema, les gens ont construit des généraux de l'armée, des policiers et de quelques politiciens avaient passé là-bas jusqu'à ce que la police est descendue sur le terrain pour tout détruire. Là c'est aussi la responsabilité de l'État qui doit aussi... organiser aussi ces secteurs-là, parce qu'il y a trop de désordre. Voilà pourquoi tantôt je disais, la faute est partagée de part et d'autre entre l'État congolais et puis la population quinoise. Bon, là, moi dans ces cas de figure. Je ne dirais pas que la faute soit partagée, parce que la faute, lorsque vous commettez une faute, c'est-à-dire ça engage la responsabilité. Qui dit faute dit responsabilité. Et qui dit responsabilité dit réparation. Mais lorsque vous occupez le domaine qui n'est pas autorisé et qu'on vient casser, là, la responsabilité vous incombe. Parce que si vous êtes sur l'avenue de la Libération, à côté de Selemba, on a mentionné zone à exproprier. Mais il y a quand même des gens qui occupaient des parcelles, qui ont vendu à d'autres personnes. Et encore donc, il y a une sorte une chaîne, quoi. Vous obtenez votre parcelle, vous vendez à M. X, M. X va à Madame Y, Madame Y va à M. X. Pourtant, il y avait une mention là, en gras, qui disait zone à exproprier. Donc là, en ce moment-là, l'autorité provinciale ou je ne sais pas qui vous octroie les documents, mais c'est quand même de votre responsabilité. Nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer la loi comme les juristes le disent. Voilà, nul n'est censé ignorer la loi. C'est par ici nous allons finir avec ces deuxième thème de l'émission pour entamer les tout derniers. Nanga, Corneille Nanga, qui a déclaré sa candidature à la présidentielle 2023, a commencé par des déclarations incendiaires, dans le sens que dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, Nanga a dit clairement qu'il y a eu un accord politique entre Kabila et Tshisekedi avant la publication du résultat provisoire de l'élection présidentielle. Ça prêtait beaucoup de confusion, tout le monde en parle. Ma question est celle de savoir, en tant qu'ancien président de la centrale électorale, Nanga n'a-t-il pas le droit de réserve pour faire de telles déclarations? Sinon, en principe, il a le droit de réserve, mais j'ai parcouru la loi portant
statut de membres de la CENI. La loi n'est pas trop explicite concernant cette question-là de droit de réserve. Comparativement à la loi portant statut de membre de la Cour constitutionnelle, qui donne même un timing pendant lequel un membre de la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur une question. Combien de temps? Je crois 2 ou 3 ans si j'ai bonne souvenance. Ok. Mais je vois, après c'est vraiment une question de décence pour Corneille Nangaa. Mais il faut aussi voir que c'est quelqu'un qui veut vivre sur le plan médiatique. C'est un candidat déclaré. Il y a cela 3 ans, lorsqu'on cite le nom de Corneille Nangaa, on voit quelqu'un qui a organisé les élections chaotiques au pays. Et il doit quand même s'amener avec un discours qui les crédibiliserait parce qu'il est candidat déclaré. Et voilà, maintenant là on parle de Nangaa. Qui pouvait parler de Nangaa il y a cela 2 ans? Donc il a fait son show, moi je dirais ça, qu'il a fait il a réussi alors sa sortie médiatique. Exactement. Surtout qu'au Congo, on ne sait pas banaliser. Lorsque quelqu'un sort pour dire, voilà, il y a eu accord, c'est tous les projecteurs qui sont braqués pour dire, bon voilà, on attend l'accord. Mais entre Tshisekedi et Kabila, il ne pouvait y avoir qu'accord. Parce que l'un a obtenu la majorité présidentielle, l'autre a obtenu la majorité parlementaire. Mais que voulez-vous? Et puis par la suite... C'est constitutionnel. C'est normal. Par la suite, lui-même, M. Nangaa est venu pour se rebuffer un peu. Non, il ne parlait pas d'un autre accord qui est celui de la gouvernance. Voilà. Accord de gouvernance. Voilà, l'accord de gouvernance. Donc il a seulement enflammé la toile. C'est pour se rattraper en quelque sorte. Pas vraiment pour se rattraper. Au fait, il n'avait pas aussi un autre accord. À moi, bon, je ne sais pas si... parce qu'après, les politiques sont très compliquées. Parce que je me dis, si vraiment il y avait accord avec tout ce qu'il y a eu entre... FCC, Cash, destitution de Mabunda, vous pensez vraiment que si le camp de Kabila avait détenu un tel accord, il ne pouvait pas le balancer? Ah, voilà, parce que le camp Kabila a quand même été secoué comme pas possible. Et c'était que ça pouvait être une arme fatale pour descendre aussi les camps Tshisekedi. Mais jusque-là, ça tourne toujours. Il y a eu accord. Mais qui détient ne serait-ce qu'une seule page de cet accord? Il y a encore Nangaa qui vient encore. Oh non, il y a eu accord. Après, lui-même, il se rebuffe pour dire voilà, c'était l'accord de gouvernance. Donc, moi, je comprends la position de Corneille Nangaa. Il veut se vendre un peu sur le plan médiatique, exister. On parle de lui. Ça, il a réussi. Bravo à lui. Mais moi, je trouve que c'est quand même aussi une question de morale et de décence pour lui. Il a organisé les élections très chaotiques dans ce pays. Et voilà, il s'amène pour donner vraiment de leçons. Et si on pouvait vraiment réviser un peu cette loi-là pour élargir un peu ses droits de réserve. Il ne peut pas être dans un passé récent président d'une institution et tout de suite, après qu'il ait fini son mandat, il tire à boulet rouge sur l'institution. Ça serait même discréditer l'institution d'appui à la démocratie. Est-ce que la Constitution autorise ou, je ne sais pas, interdit à Nangaa, en tant qu'ancien président de la CENI, de postuler à l'élection présidentielle? Non, il n'y a aucune interdiction. L'interdiction ne concerne que les échéances en cours. Comme Nangaa était le président de la CENI pour les élections de 2018, donc il ne pouvait pas postuler pour cette échéance-là. Mais comme maintenant il n'est plus président, il peut postuler. Donc il ne peut pas postuler en 2018 parce qu'il sera juge parti. Bien sûr. C'est pour cette bonne raison. Il a beaucoup de personnes dans la CENI qui peuvent travailler pour son compte. Après avoir quitté la présidence, mais il a placé certainement... C'est ça. Ses cousins, ses frères, ses soeurs, c'est ça le problème. Et lorsque je crois qu'après son mandat, il bénéficie quand même de quelques avantages dits à un ancien président de la CENI. Mais comment il peut vraiment, avec tout ce qu'il a comme avantage, je suppose, continuer à tirer sur la même institution? Il pouvait être d'ailleurs le conseiller numéro 1 de l'institution. Voilà. Mais il ne pouvait pas s'ériger maintenant à quelqu'un qui veut à tout prix
qui veut à tout. Et puis, on doit quand même limiter. Il y a des gens qui occupent, qui font le carrière dans des institutions publiques ici, qu'on interdit même de participer à une élection. Participer en tant que candidat, bien sûr. Donc, à un certain niveau, on doit avoir certaines lois qui encadrent un peu le comportement des gens. Moi, je trouve ça indécent pour un ancien président de la CENI qui a géré l'institution, qui lui-même a dit un jour que je ne suis pas là pour assurer la transparence ou quelque chose comme ça. Non, la confiance. Je ne suis pas là pour assurer la confiance. Moi, je suis là pour organiser les élections. Un peu de façon arrogante, tout ça. Mais il vient, il finit son mandat pour maintenant commencer régulièrement à tirer sur la CENI. Son prédécesseur Denis Kadima. Non, et ce dernier aussi a répondu dans un communiqué. Il a dit qu'il n'a aucune leçon à donner à la CENI car il lui-même a organisé des élections très chaotiques dans le pays. Mais c'est ça. Vous l'avez dit d'ailleurs aussi. C'est ça le problème. Donc, je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis que c'est une question de décence et de morale. Mais sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas. Le droit des réserves doit quand même être élargi. On pouvait même stipuler que dans cette loi, même l'échéance prochaine, un ancien président de la CENI ne peut pas postuler. Parce que c'est quand même un passé récent. On peut même prendre 2 échéances ou 3. Voilà pourquoi, si vous voulez être vraiment candidat, il faut être sérieux pour vous assumer. Il est le gardien des secrets de la CENI. Bien sûr. Il détient beaucoup de secrets. Bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est la même personne qui fait des déclarations un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas, notre pays, finalement. Voilà, monsieur John Mukongo, nous sommes presque à la fin de notre mission. Vous avez un petit mot qui vous tient à cœur, que vous voulez partager par rapport à ces 3 sujets débattus, ou bien un message particulier que vous comptez lancer? Sinon, moi, je ne suis pas politicien pour lancer de message. Sinon, c'est de dire merci à iWeb qui nous accorde toujours de l'espace lorsqu'il y a des questions un peu d'actualité, et nous passons sans problème. Nous remercions le directeur général et puis le journaliste Gilbert. Merci. Voilà, et puis tous les staffs techniques, accepter nos remerciements et notre gratitude, quoi. Voilà, ça sera votre mot de la fin, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, au cours de laquelle nous avons parlé de 3 thématiques très pertinentes. Il s'agissait d'abord de l'hypothèse du report des élections. Deuxièmement, c'était question de parler de l'opération coup de poing lancée par l'autorité provinciale de Kinshasa. Nous avons interrogé les lois, et enfin on a parlé sur les déclarations de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui ces derniers temps, après avoir déclaré sa candidature à la présidentielle, commence à tirer sur la CENI dirigée par Denis Kadima, qui est donc son successeur à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Je crois que les réponses de M. John Mukongo étaient édifiantes. Moi, c'est votre serviteur Gilbert Ngonga. Je vous dis merci de nous avoir suivis et nous prenons rendez-vous dans les jours qui suivent. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole.